Sur l'immobilier résidentiel, on est sur un facteur un peu différent et on est sur un marché qui baisse un peu, mais beaucoup plus faiblement que sur l'immobilier commercial, notamment pour une raison simple, c'est qu'on a une pénurie de logements Bien en sûr. France qui est évidente. Bonjour à tous, aujourd'hui on retrouve Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Tu es du coup le fondateur et directeur général d'Arkea RIM et aujourd'hui on va parler du contexte actuel immobilier. Alors, on sait tous qu'il y a une baisse des prix de l'immobilier, mais est-ce que tu pourrais revenir un petit peu plus en détail sur cette baisse, à quoi est-elle due et finalement comment la constatez-vous en tant que gérant d'une SCPI? Alors cette baisse, elle a une explication très simple, qui est l'augmentation des taux fulgurante qu'on a eu, qu'on n'avait jamais vu sur l'ère moderne, et qui a un impact. La classe d'actifs immobiliers, c'est une classe d'actifs financière comme une autre, et donc cet impact, il est normal. Je vais te donner un exemple simple. Aujourd'hui, nos comptes bancaires de nos fonds sont rémunérés à 3,90%. Donc bien évidemment, ça veut dire que ça ne sert à rien pour moi d'acheter un actif immobilier qui ne soit pas au minimum à 5,50, 5,60, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'achèterai en dessous de 6, parce que grosso modo, si je rajoute les frais, ça veut dire que mon cash est rémunéré à la même chose que mon actif immobilier, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc forcément, on voit là tout de suite l'impact. Je ne parle pas du financement où aujourd'hui on est sur des taux entre 6 et 7%, donc bien évidemment on ne peut plus acheter. Donc forcément, il y a eu une remontée massive des taux de rendement. Or, la valeur d'un bien immobilier, c'est son loyer divisé par son taux de rendement, et donc on voit très bien l'impact fort sur les marchés immobiliers. Une fois qu'on a dit ça, il faut faire très attention parce qu'on a vraiment une différence forte entre les marchés, entre les typologies d'actifs, entre les pays. C'est-à-dire qu'en France, on a encore peu vu de baisse de valeur, en fait, un petit peu. Je dirais surtout sur la catégorie d'actifs compris entre 5 millions et 30 millions d'euros. Et sur les gros actifs, le marché il est plutôt gelé parce que les vendeurs certains espèrent que la baisse des taux va arriver. Moi, c'est pas ma conviction. Je pense qu'on est parti sur une période de taux élevés pendant quelques années, qui vont se stabiliser. Ils vont pas continuer à augmenter comme ça, mais qui vont se stabiliser. Et donc aujourd'hui, on est en France sur un marché un peu gelé. Mais là, encore une fois, ça dépend où. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui est important dans les marchés immobiliers, c'est la croissance de loyer. Contrairement aux crises, par exemple, de 2007-2008, où on était sur un phénomène où il y avait beaucoup de vacances, aujourd'hui, on a des marchés immobiliers. Si vous prenez le secteur de la logistique, par exemple, on n'avait pas vu des croissances de loyers aussi fortes historiquement sur la logistique. J'ai fait beaucoup de logistique dans les années 2005-2006. Les loyers étaient entre 40 et 50 euros du mètre. Il y a 4-5 ans, en logistique, les loyers étaient encore entre 40 et 50 euros du mètre. Or, depuis 2-3 ans, sous le phénomène, double phénomène, changement d'usage, donc forte demande logistique bien plus forte qu'avant, et tout ce qui est autour de l'environnement, et notamment de la non-artificialisation des sols, qui fait que les entrepôts logistiques sont plus difficiles à construire, on se retrouve avec des fortes croissances de loyers parce que l'offre n'est pas suffisante pour la demande. Sur le bureau, on fait beaucoup d'office bashing, en disant que le bureau c'est fini. Moi, ma conviction, c'est que le bureau c'est pas fini. Après, il faut faire attention. Il y a des zones où le bureau c'est très compliqué. Si vous prenez la Défense aujourd'hui, il y a une suroffre claire. Il y a des baisses de valeur locative. Par contre, si vous vous déplacez de 3 km, vous allez dans le 8e. Là, on est sur une tension extrême. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dépasse les 1100 euros du mètre dans Paris 8e. Aucune entreprise trouve à se loger parce que en fait il y a un recentrage avec le télétravail. Certaines entreprises ont dit mais nous on préfère revenir sur la ville-centre, se prendre des surfaces un peu plus réduites, mais payer des loyers plus élevés, c'est pas grave. Au final notre charge locative elle va être la même, voire un peu baissée. Donc allons-y. Mais si tout le monde fait ça, on se retrouve avec des entreprises qui ne trouvent pas à se loger, et donc on va sûrement revenir vers un phénomène où elles vont à nouveau se diffuser un peu sur la première couronne. Mais c'est vrai que, et ça, je vous cite Paris comme exemple, mais c'est vrai dans toutes les grandes villes européennes, les villes-centres aujourd'hui attirent énormément sur la partie bureau. Et donc voilà, on a ce mécanisme aujourd'hui double d'augmentation forte des taux de rendement dû à l'impact des taux, mais en contrepartie quand même, et là c'est hors du mécanisme d'indexation, vraiment des loyers de marché qui sont plutôt en augmentation et qui tirent l'immobilier vers le haut. Donc ça, c'est pour parler d'immobilier commercial. Sur l'immobilier résidentiel, on est en France en tout cas, sur des facteurs un peu différents, et on est sur un marché qui
baisse un peu, mais beaucoup plus faiblement que sur l'immobilier commercial, notamment pour une raison simple, c'est qu'on a une pénurie de logements Bien en sûr. France qui est évidente, et qu'en plus on oublie souvent qu'on a une inflation qui est élevée. Donc certes, quand votre marché il fait 0, si vous avez une inflation de 6, en fait en valeur vous avez Vous avez perdu, en perdu. fait. Et donc nous on s'attend pas à ce que le marché résidentiel dévisse vraiment, parce que il y a cette rareté du logement en France qui fait que les gens aujourd'hui en plus ont souvent emprunté à des taux très bas Fixe et long, bien sûr. pendant longtemps. On est un marché protégé contrairement au reste de l'Union européenne. On est en taux fixe, la plupart sont en taux variable, hein. Ce qui fait qu'au UK, quand vous avez des particuliers qui ont acheté avec un taux variable, dès que les taux remontent violemment, ils vendent tous leur maison à des prix plus bas, et donc le marché a un impact très fort. En France, là, il y a un effet d'aubaine, c'est-à-dire quand vous avez acheté il y a 2 ans à 1% sur 25 ans, vous allez attendre un peu avant de revendre votre maison. Bien sûr. Et alors du coup, cette baisse des prix est-elle homogène partout en Europe finalement? Est-ce que c'est très différent? Tu parlais des taux variables dans la plupart des autres pays européens, le UK par exemple, enfin pas européen mais en tout cas de la zone géographique européenne. Comment ça se ressent dans les différents pays, cette baisse des prix? Non, on a vraiment des différences suivant les pays. Les pays de nature anglo-saxonne ont shifté beaucoup plus vite, comme d'habitude. C'est des pays où on voit souvent des baisses beaucoup plus fortes et des hausses beaucoup plus fortes. Donc le Royaume-Uni, mais on ne va pas au Royaume-Uni parce que effectivement ce n'est pas l'Europe. L'Irlande, et c'est pour ça qu'on regarde pas mal l'Irlande et qu'on est en exclusivité sur un actif en Irlande en ce moment, parce que les prix ont déjà beaucoup baissé l'année dernière, et là on pense qu'ils sont arrivés à un point bas. Ça peut peut-être encore baisser, mais on est proche du point bas. Les Pays-Bas également, qui est dans sa nature un pays d'essence anglo-saxonne au niveau du fonctionnement du marché en tout cas. Et donc pareil, les Pays-Bas, on est sur un point, on est proche du point bas. Et puis je dirais que l'Espagne, on est un peu entre deux. En France, c'est clairement le pays qui a le moins bougé pour l'instant, mais historiquement, c'est toujours le pays. Alors comme pour l'économie, hein, c'est un Qui pays met plus de temps en fait. qui met plus de temps et qui est plus plat, hein. La courbe, elle est souvent plus lissée. Et si on regarde la précédente crise, 2008-2009, les baisses de valeur d'expertise, elles ont jamais été aussi marquées que dans les pays voisins. Puis enfin, on a l'Allemagne qui est un cas un peu particulier, qui s'est resté figé pendant quelques temps, pendant 1 an, je dirais, où on n'a pas vu de deal, on n'a rien vu. Les Allemands sont très inquiets sur leur économie en ce moment. Et là, depuis septembre, on voit le marché bouger, on voit des prix qu'on n'avait plus vus, en tout cas des taux de rendement qu'on n'avait plus vus depuis très longtemps en Allemagne. On nous propose des choses très intéressantes, donc je pense que l'année prochaine, ça risque d'être l'année de l'Allemagne. Et alors du coup, ça nous amène assez naturellement à la question suivante, qui est de se dire en fait finalement quel est l'intérêt ou quels sont les intérêts et également les risques d'investir en Europe, donc hors France, pour une SCPI et donc in fine pour un investisseur en SCPI. Alors, on va mettre de côté l'avantage fiscal, parce que ça, c'est le premier avantage, mais l'avantage pour la SCPI en propre, c'est la diversification, hein, clairement. Être exposé à différents marchés, on l'a vu pendant la crise du Covid, par exemple, chaque marché a réagi différemment. Être exposé à plusieurs marchés, ça diminue naturellement le risque, et ça permet en plus aux gérants, dans une phase de crise comme aujourd'hui, d'aller aller chercher les meilleures opportunités. Et donc se dire, on est une SCPI diversifiée tant en typologie qu'en localisation, et donc on va aller voir où sont les meilleures opportunités en termes à risque équivalent, donc à solidité du locataire équivalent, à typologie d'actifs équivalent, se dire on va aller plutôt en Irlande, plutôt aux Pays-Bas, plutôt en Espagne, pour vraiment aller chercher les meilleures opportunités. Surtout qu'aujourd'hui, on a le temps. Aujourd'hui, ce qui est important de dire, c'est que comme nos fonds sont rémunérés autour de 4%, ben, je peux prendre un peu plus de temps pour acheter. Et donc aujourd'hui, notre stratégie, c'est clairement de se dire, on fait des offres à des prix plutôt décotés. Si on a l'actif, on est content, parce qu'on trouve qu'on a fait un bon prix. Si on n'a pas l'actif, ben, c'est pas grave. On a le temps, un peu plus de temps d'attendre que dans les années précédentes où l'argent nous coûtait. Là, l'argent, il nous rapporte, donc un peu moins qu'un actif immobilier, mais quand même de façon assez importante. Donc ça nous permet vraiment de prendre le temps et d'aller saisir les opportunités où qu'elles soient. Et on parlait des risques, hein, parce qu'effectivement, malgré tout, les marchés sont pas les mêmes. En particulier, alors on parlait du Royaume-Uni dans lequel vous n'allez pas personnellement, enfin au titre de la SCPI, néanmoins d'autres SCPI vont au Royaume-Uni. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres risques qui émergent avec le fait d'investir en Europe. Avec le Royaume-Uni, par exemple, le risque de change, que tout à coup on ne contrôle plus, on a des loyers qui sont en pounds alors qu'on va verser des dividendes qui sont en euros. Finalement, quels sont les risques auxquels on ne pense pas forcément quand on investit en dehors de France? Oui, ce risque de change, il est important, hein. Nous, on regarde par exemple la Pologne, on n'a pas fait de deal pour l'instant, mais on regarde la Pologne uniquement quand on est sur des baux qui sont en euros, en fait, parce que ça nous permet de justement d'avoir cette couverture du risque de change. Il y a la partie qui est sur la diversification
des risques légaux. En fait, on n'est pas sur les mêmes régimes juridiques dans chaque pays, donc il faut faire attention. Et puis surtout, je pense qu'il est important quand on va en Europe, c'est d'avoir une proximité des locataires. On fait pas ça depuis Paris simplement. On travaille avec des gens qui sont implantés localement parce qu'il y a une multiplicité de spécificités locales qui sont parfois des risques et sur lesquels il faut pouvoir vraiment être le plus vigilant possible et notamment sur toute la partie environnementale. Il n'y a pas d'homogénéité, il faut le savoir, par exemple sur le diagnostic de performance énergétique. Un immeuble de bureau, le premier immeuble de bureau qu'on a acheté aux Pays-Bas, il est labellisé A++. En France, A++, ça veut rien dire, vous n'avez pas au-dessus de A en fait. Ouais. En Pays-Bas, vous pouvez avoir A++++. Et donc voilà, tout ça nécessite de s'adapter. Je pense que la partie environnementale est la plus compliquée parce que les règles sont différentes par pays. Aux Pays-Bas, par exemple, quand vous êtes, alors j'ai plus en tête quel label, mais vous pouvez plus louer votre actif, par exemple. D'accord. Donc il faut faire très attention. Un peu comme en France avec les fameux DPE F et G. Exactement. Donc non, c'est des spécificités locales et donc ça veut dire qu'il faut savoir s'entourer de spécialistes locaux. D'accord, excellent. Et alors du coup, pour revenir sur les pays, tu nous as beaucoup parlé des Pays-Bas, de l'Irlande, peut-être de l'Allemagne demain. Donc finalement, d'après toi, les premiers pays dans lesquels c'était le plus intéressant d'investir, plutôt Pays-Bas, Irlande, il y en a d'autres que vous avez identifiés? Pays-Bas, Irlande, Allemagne demain, parce que je sens que les taux sont en train de vraiment de remonter fort en Allemagne et que les vendeurs... En fait, c'est pas qu'une question de marché en tant que est-ce que les taux bougent et est-ce que les vendeurs sont prêts à vendre. En Allemagne, jusqu'à maintenant, les vendeurs n'avaient pas accepté. Là, on sent qu'ils ont compris que le marché avait vraiment changé. En France, on est peut-être encore un peu loin de ça. L'Espagne aussi. Voilà. Après, on essaie de regarder aussi des marchés qui ont une taille de marché suffisamment profonde et une liquidité de marché suffisamment importante avec des investisseurs internationaux pour que voilà, on ait une liquidité de l'actif à tout moment. Et alors peut-être maintenant, dernière question pour revenir sur un cas concret. Vous avez fait une acquisition de Basic Fit, la fameuse chaîne de sport. Est-ce que tu pourrais revenir sur voilà, le choix de ces actifs et nous expliquer un petit peu quel a été le raisonnement, se mettre vraiment dans tes chaussures et te dire comment vous avez choisi d'investir dans ces actifs-là? C'est un portefeuille qu'on nous a proposé, qu'un broker nous a amené. On a trouvé ça très intéressant parce que c'est une nouvelle forme d'immobilier, c'est des salles de sport. On était un peu inquiet pendant le Covid, mais au contraire, ça a très bien fonctionné et ça fonctionne aujourd'hui très bien. On est très vigilant, donc c'est-à-dire qu'on a par exemple demandé une garantie maison mère de Basic Fit, donc Basic Fit Group, on a une garantie, et c'est que des locaux neufs, donc ça c'est pareil. C'est des locaux qui viennent de s'implanter et avec en construction neuve, et donc on n'a pas de sujet, tout ce qui est autour diagnostic de performance énergétique ou vétusté de l'actif. Je pense que c'est ça la chance des nouveaux véhicules aujourd'hui, au-delà du marché des taux dans lesquels on peut acheter, c'est qu'on vient de vivre une crise du Covid qui a eu un rôle vraiment structurant sur l'immobilier et qu'on a aujourd'hui une vision un peu plus claire de ce que sera l'immobilier de demain et qu'en plus on part pas, voilà, en tant que jeune SCPI, on part d'une SCPI qui au 1er janvier avait, enfin au 30 décembre exactement, avait 0 actif, parce qu'on a acheté notre premier actif le 30 décembre 2022. Et donc, on n'a pas de vétusté, et donc on tient à être très vigilant sur ces sujets-là également. Donc, c'est un portefeuille de salle de sport, mais c'est un portefeuille qui est également neuf, avec un locataire solide, et c'est ça qui est aujourd'hui important, parce que il faut que dans ces moments où le loyer augmente fortement, on a des indexations qui sont fortes, il faut que le locataire il soit capable de payer son loyer. On est une jeune SCPI, donc une petite SCPI, donc on ne peut pas se permettre d'avoir un locataire qui fait défaut, donc on choisit uniquement des locataires qui sont solides et qui sont capables de payer leur loyer. D'accord, d'où le fait d'aller vers une très grosse chaîne plutôt que peut-être des indépendants. Exactement. Excellent. Et alors du coup, peut-être enfin, dernier point par rapport à cela, c'est tu parlais de l'indexation des loyers. C'est un mécanisme qui est évidemment très intéressant aujourd'hui. L'inflation est élevée. Donc vous avez la possibilité, via un certain nombre d'indices qui diffèrent, j'imagine, pays par pays, de vous réindexer finalement sur l'inflation. Comment ça fonctionne? Comment tu vas négocier avec Basic Fit en leur disant en fait, désolé, mais ça va augmenter de 3, 4, 6%? Après, c'est un standard du marché, hein. C'est un indice dans chaque pays. Chaque pays a son propre indice. Et donc, soit dès le départ, vous avez mis des tunnels. Alors en France, vous pouvez pas mettre de borne en dessous de 0, mais vous pouvez pas
donc, mais dans les pays étrangers, vous avez le droit de mettre des tunnels. Donc vous dites que la taxation, elle sera au plus de 3%, au minimum de moins 3%. Mais donc, il faut être très vigilant, mais grosso modo, c'est des pratiques de marché, donc c'est même pas des négociations en fait. En fait, c'est standard. Les locataires On ont envoie une lettre, on l'habitude. leur dit. Exactement. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, on a un peu plus de locataires qui, quand ils négocient leur BO, nous disent nous, on voudrait caper l'indexation à X%. Et ça, c'est une négociation avec eux. Ça dépend du deal financier. Ça peut nous arriver d'accepter parce que alors on comprend. Mais c'est vrai que l'intérêt aujourd'hui du marché, c'est de pouvoir capter cette indexation Bien sûr. parce que ça nous fait une revalorisation. Quand votre loyer augmente de 5%, à taux équivalent, ça veut dire que votre valeur d'actif elle va augmenter également de 5%. Excellent. Merci beaucoup, Yann. Merci.